Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, une histoire extraordinaire. Nous allons vous raconter l'histoire de 250 000 juifs polonais qui, à partir de 1939, vont parcourir plus de 20 000 kilomètres sur les routes de l'exil qui les amènera à Téhéran. Lorsque Michal Dekel perd son père en Israël, elle décide de partir à la recherche de son histoire. Comment ce juif, né en Pologne, est arrivé dans le nord d'Israël pendant la Seconde Guerre mondiale. Une enquête que nous révèle l'histoire de ces 250 000 juifs polonais et des milliers d'orphelins juifs qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, passeront par l'Ouzbékistan avant d'arriver dans les camps de réfugiés de Téhéran. J'ai le plaisir pour en parler de retrouver aujourd'hui Christophe Jacquet, le traducteur de ce livre passionnant. Bonjour Christophe Jacquet. Bonjour. Le père de Michal Dekel s'appelait Hanan. Où était-il né et quel était son mode de vie? Le petit Hanan est né à Ostrów Mazowiecka, qui est un village au nord-est de la Pologne. Ostrów Mazowiecka, c'est un village de un peu moins de 10 000 habitants. Les Teitel sont une famille qui est présente depuis 8 générations. Ils sont arrivés au XVIIIe siècle. C'est une famille d'entrepreneurs et de notables. C'est une famille appréciée dans la communauté juive, qui est très importante. En 1900, la ville d'Ostrów est à 75% juive. Combien de juifs il y a à cette époque en Pologne? On parle de jusqu'à 3 millions? Oui, il y aurait 3 millions de juifs en Pologne avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il n'en restera après la Seconde Guerre mondiale plus que 300 000 de ces juifs polonais. Le 6 septembre 1939, cette famille prend la fuite. Quitte Ostrów. Alors il se passe quelque chose le 1er septembre 1939, c'est que l'Allemagne attaque la Pologne. Le 6 septembre, les Teitel décident de partir. Sauf que le 17 septembre arrive un autre événement cataclysmique qui est l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique. L'Allemagne et l'URSS étant partagé la Pologne au moment du pacte germano-soviétique. Les Soviétiques arrivent et les Soviétiques vont chasser la famille de l'appartement qu'ils occupent pour occuper cet appartement. Ils les chassent dans un petit village. Le père Zindel décide de partir dans une ville beaucoup plus importante, encore un peu plus au sud, qui s'appelle Kovel, qui est une grosse ville industrielle, dans l'espoir de trouver du travail, peut-être de pouvoir diriger une affaire. Mais les Soviétiques réquisitionnent toutes les entreprises quand ils ne les démontent pas pour les installer plus à l'est en Union soviétique. Donc il n'y a pas de travail, et il prend là une décision qui aurait pu s'avérer fatale. Il décide de quitter la Pologne occupée par les Soviétiques pour rentrer à Ostrów, dans son pays, où sont les nazis. À partir d'avril, les Soviétiques distribuent à tous les réfugiés polonais qui sont dans la partie soviétique de la Pologne des passeports soviétiques. Le père du petit Hanan refuse. Au mois de juin, il se rend aux autorités soviétiques pour leur dire « Voilà, moi, mon intention, c'est de rentrer chez moi à Ostrów, dans la partie allemande. » Le 6 juillet, des décrets de bannissement de la famille sont pris par les autorités soviétiques. Et donc, ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Et là, coup de théâtre encore, dans la nuit du 6 au 7 juillet, les agents du NKVD, c'est-à-dire les policiers, le NKVD, c'est le commissariat au peuple, aux affaires intérieures, donc l'équivalent du ministère de l'Intérieur, frappent à leur porte en pleine nuit, leur disent de prendre 3 affaires et leur racontent qu'ils vont les mettre dans un train pour Varsovie. Voilà. Ils les emmènent dans la gare. Là, dans la gare, il y a des milliers de réfugiés. On les met effectivement dans des trains qui sont en fait des fourgons à bestiaux, que les Soviétiques appellent les vaches rouges parce qu'ils sont de couleur rouge. Et ils ne partent pas pour Varsovie, mais pour le nord de l'URSS, à plus de 1300 km au nord de Moscou. Et on les envoie, alors, non pas dans un goulag, mais dans ce que les Soviétiques appellent une colonie spéciale, un posiolek, qui sont en fait des camps de travail, des camps de travaux forcés. C'est 1,2 million de Polonais, juifs et non-juifs, qui vont être déportés par les Soviétiques
Et sur ces 1,2 million de citoyens polonais, 400 000 sont juifs. Un quart, 25%, ont moins de 15 ans. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ils sont déjà dans une situation assez catastrophique depuis qu'ils ont quitté Ostrov. Ils ont vécu ce qu'ont vécu les Français en juin 40, c'est-à-dire la débâcle. Voilà. On se retrouve sur les routes, les gens sont dans des charrettes, ils fuient comme ils peuvent, etc. Eux, ils sont embarqués dans un train, dans les wagons, on étouffe, il y a des gens qui meurent. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Quand ils font des arrêts, ils descendent des cadavres. Bon. Voilà dans quelles conditions ils vont arriver dans leur camp de travail dans le nord de la Russie. Ils vont y rester en juillet 40, excusez-moi. Ils vont y rester jusqu'en septembre 41. Un régime de travail très dur. Les adultes doivent travailler 8 heures par jour, couper du bois, transporter du bois, 7 jours sur 7. Certains vont mourir, bien sûr. L'hiver, il fait moins 50 degrés, donc c'est très dur. La roue de l'histoire tourne. Le 22 juin 1941, l'Allemagne a la bonne idée d'envahir l'Union soviétique. Les Anglais passent un accord avec l'Union soviétique, qui devient un allié. Le gouvernement polonais en exil, qui est à Londres, passe lui-même, fin juillet, un accord avec le gouvernement soviétique, leur demandant de libérer tous les Polonais qui sont emprisonnés en URSS. Ce que fait le gouvernement soviétique, et ces millions de Polonais se retrouvent largués, et ils vont prendre la direction que vont prendre à ce moment-là tous les réfugiés, les déportés, les évacués. Ils vont aller en Asie centrale. Le petit Hanan avec ses parents, ils arrivent d'abord au Kazakhstan, dans une gare qui s'appelle la gare d'Aris, qui est au sud du Kazakhstan. On n'est pas très loin de la frontière avec l'Ouzbékistan. Et là, on les affecte dans un kolkhoz. Un kolkhoz misérable. Ils sont logés dans des cabanes de terre sans fenêtres. Les enfants ont tellement faim que quand ils descendent des charrettes, raconte Miral, ils se jettent sur les lézards et les grenouilles qu'ils voient passer pour les manger vivants. Donc ça donne une idée de l'état de famine. Le père de Hanan pense que s'ils restent trop longtemps dans ce kolkhoz, ils vont mourir. Il n'y reste que 15 jours. Il décide d'en partir clandestinement. Il retourne à la gare d'Aris. De là, ils se rendent à Tachkent, qui est juste de l'autre côté de la frontière, en Ouzbékistan. Mais ils sont chassés de Tachkent et ils se rendent à Samarcande, où ils arrivent au milieu d'une marée de réfugiés. Pourquoi et comment, selon vous, quand ces enfants arrivent à Téhéran, pourquoi l'Iran et pour quelles raisons l'Iran accepte d'accueillir ces milliers d'orphelins juifs polonais ? Alors l'Iran, depuis août 41, est occupé par les Britanniques et les Soviétiques. Reza Shah, qui a fondé la dynastie Pahlavi, est considéré par les Britanniques trop favorable aux Allemands. L'Iran a choisi d'être neutre, mais les Britanniques trouvent que cette neutralité est trop favorable à l'Allemagne. Ils décident de le chasser, ils le font abdiquer. Donc à partir d'août 41, en réalité l'Iran est dirigé par les autorités britanniques. Et ce sont eux qui vont organiser les transferts, non pas tant des enfants juifs, mais les enfants juifs sont transférés avec les soldats polonais. Il y a cette masse de réfugiés polonais qui est en Asie centrale. Oui. Le général Anders s'est libéré de la Loubianka en août 41, et il est chargé par le gouvernement polonais en exil d'aller en Asie centrale, de reconstituer une armée polonaise. Et cette armée polonaise, les Britanniques et les Polonais entendent l'envoyer en Iran pour ensuite la répartir sur plusieurs fronts alliés. Voilà. Et comme il y a des demandes, je ne veux pas dire des pressions, parce que les rapports de force ne permettent pas, mais des demandes des organisations de secours juives et de l'agence juive pour sauver des enfants juifs qui sont en Asie centrale, les Britanniques décident d'envoyer un contingent symbolique de 1000 enfants juifs avec les soldats en Iran. Et c'est dans ce contingent d'enfants juifs que se retrouve le père de Miral, le petit Hanan, avec sa sœur et sa cousine, qu'ils ont retrouvés miraculeusement dans les rues de Samarcande, alors qu'elle errait malade après avoir perdu son père. Il y a une date clé, janvier 43, les enfants quittent Téhéran. Oui. Le voyage est encore long. Le voyage est long, alors le voyage aurait pu être court dans des conditions normales. On aurait pu prendre un train à Téhéran et arriver à Tel Aviv, il suffisait de traverser l'Irak. Oui. Ouais. Mais les autorités irakiennes ne veulent pas.
Donc on ne peut pas passer par l'Irak. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la mer. Et le voyage, au lieu de durer 48 heures, va durer 48 jours. Hein, donc ces soldats et ces enfants vont être transportés au sud de l'Iran pour prendre le bateau. Ils vont d'abord être dirigés vers Karachi, qui est encore en Inde. L'Inde est encore une colonie britannique. Le voyage est très difficile. La mer, les océans sont couverts de mines. Il y a des attaques d'avions japonais. Donc c'est pas du tout un voyage de tout repos. Après Karachi, ils vont se diriger sur Aden. Et de Aden, ils vont remonter la mer Rouge jusqu'à El Kantara. À El Kantara, les enfants vont descendre, on va les mettre dans des trains. Ils vont traverser la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, et arriver près de Haïfa. En fait, dès qu'ils arrivent à côté de Haïfa, ils sont mis par les Britanniques dans un camp d'internement. Comment ils sont accueillis? Alors, par la population qui voit passer ce train rempli d'enfants, par des démonstrations d'allégresse, de joie, j'imagine très émouvantes. Et ensuite, ils sont internés dans ce camp d'internement britannique. Et là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants. Et en Palestine même, il y a des petits conflits entre les milieux religieux et les kibbutzniks. Et les milieux laïcs. Les kibbutzniks, oui, les gens qui habitent à l'époque dans des kibbutz, et les gens qui sont très très religieux. Les milieux religieux voudraient récupérer ces enfants pour leur donner une éducation religieuse très stricte. Les milieux laïcs et les milieux des kibbutz veulent plutôt en faire des pionniers, des soldats, voilà. Donc, ces enfants vont être répartis, soit dans des familles d'accueil. Pour ce qui est du petit Hanan, de sa sœur et de sa cousine, il se trouve que le père de Hanan avait un cousin et une cousine qui vivaient déjà en Palestine. Et notamment la cousine Rivka, qui était partie dans les années 20 et qui, depuis 1928, était membre d'un kibbutz, qui s'appelle le kibbutz Ein Haod, je ne sais pas si je prononce bien, une coopérative agricole d'environ 300 membres. Et elle va se débrouiller pour récupérer le petit Hanan, sa sœur et leur cousine. Et ils vont donc vivre les dernières années de la guerre dans ce kibbutz. À ce moment-là, et à travers ça, Michal Dekel finit donc par ressentir et découvrir la vie de son père grâce à ce travail de recherche. Qu'est-ce qu'elle a compris de lui et de tous ses enfants, selon vous? Alors, tous ses enfants, je ne sais pas, mais elle a compris quelque chose de lui, qui est une anecdote qu'elle nous raconte au début du livre, oui. Quand elle a 7 ans. C'est une petite fille, elle est énervée parce que son père, je ne sais pas, peut-être lui a refusé quelque chose. Et ils vivent avec... le petit Hanan, qui a fondé une famille, vit avec sa mère. Son père n'a pas survécu à la guerre, mais sa mère vit avec eux. Et un jour, Michal met sous l'oreiller du lit de son père un petit mot en disant « Pourquoi est-ce que tu préfères ta mère à nous ?» Et son père réagit très violemment à ça. Et à la fin du livre, Michal dit « Après tout ce qu'a vécu mon père, et la façon dont sa mère a survécu et a pu venir le rejoindre en Palestine, j'ai compris pourquoi il avait été si dur avec moi quand il avait lu le message de cette petite fille qui lui disait « Pourquoi préfères-tu ta mère à nous ?» Merci Christophe Jacquet. Merci. Merci pour toutes ces lumières, merci d'avoir traduit avec autant de précision, et j'ai le sentiment de cœur, cet ouvrage incroyable. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez un bon dimanche, une bonne semaine, et prenez soin de vous.